Je vous souhaite une très très belle journée. Elle le sera. Il faut peut-être qu'on pense à l'avenir, Hugo, mais ça c'est autre chose, on en parlera après. Et allez, maintenant la journée Gouff peut débuter. Je cède le micro à Hugo qui va vous dire un petit peu comment les choses vont s'articuler durant cette journée. Très très belle journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être si nombreux, si fervents et si passionnés. C'est un plaisir de voir que on fait apparaître effectivement quelque chose d'invisible. C'est vraiment le challenge, comme disait Monsieur le maire, de cet événement, c'est-à-dire Enfin, je comparais ça dans un article en disant c'est comme si Paris avait été dans le brouillard pendant des générations et que personne n'ait jamais vu la Tour Eiffel. Nous, on va essayer de faire retirer le brouillard de façon à ce que le gouffre apparaisse presque par défaut, par absence. Et on a plein de façons de le faire grâce aux scientifiques qui vont nous montrer des images. On aura aussi des images des plongeurs en bouteille qui sont descendus sur la tête du gouffre. Ce qui est formidable avec ce sujet, et c'est pour ça qu'il me passionne, c'est qu'il est totalement transversal. C'est-à-dire que vous soyez un gamin dans une école, que vous soyez un riverain de Cabreton, un pêcheur, un plongeur, un scientifique, un passionné, de toute façon, le gouffre passionne les gens pour des raisons différentes, parce qu'il est protéiforme, il contient beaucoup de choses, beaucoup de mystères, et que c'est vrai qu'il fait partie de Cabreton, et en même temps, c'est vrai qu'il y a une rue du gouffre, le gouffre est présent, et en même temps, les gens ne savaient pas pour l'essentiel que c'était un canyon sous-marin. Et en fait, les gens, et moi-même, je ne me rendais pas compte que ce canyon n'était pas un canyon parmi d'autres dans le monde, et ça, les scientifiques pourront nous le confirmer, mais que c'est un canyon qui est quand même assez unique au monde, qui a toutes sortes de qualités et de dimensions qui en font un canyon hors norme, aussi bien sur le plan géologique que sur le plan de la biodiversité. Donc cette journée, en fait, elle est toute simple, elle est divisée en deux. Le matin, nous allons avoir M. Jean-François Bourrier, M. Hervé Gillet, qui vont nous parler de la géologie du gouffre, de la formation du gouffre, du passé, des sédiments, de la tête du gouffre aussi. Ensuite, nous aurons un témoignage de plongeurs qui vont venir nous montrer des images et nous expliquer ce que c'est que d'être sur la tête du gouffre par moins 60 mètres, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent. Les aquanautes, ils y vont assez souvent et donc ils vont pouvoir nous parler de ça. Et puis ça, c'est pour le matin. Ensuite, à midi, comme Monsieur le maire l'a dit, nous aurons donc une inauguration d'une œuvre d'art avec une petite dégustation. Vous pourrez aussi passer sur les stands d'en haut et voir qu'est-ce qui s'y fait, rencontrer les gens que vous n'avez peut-être pas pu rencontrer, poser des questions peut-être aux chercheurs qui seront là-haut, que vous pourrez identifier par leur badge. Et puis l'après-midi, par contre, sera consacré entièrement à la biodiversité. Et pour ça, nous avons un certain nombre de chercheurs qu'on vous présentera cet après-midi, qui seront là pour nous parler aussi bien des poissons, des requins, des cétacés, des espèces inhabituelles, mais aussi des techniques de pêche passées et présentes. Et nous conclurons la journée avec l'administrateur en chef des affaires maritimes et M. Lafargue, qui vont nous parler donc de la zone du gouffre telle qu'elle est actuellement, de la réglementation, parce que c'est une réserve et la loi va évoluer. Donc on va essayer de comprendre quel est le futur de ce canyon extraordinaire. Voilà, donc ça fait une belle journée avec pas mal d'intervenants. Je pense qu'il y a de l'intérêt à tous les étages. Et tout ce que je peux dire maintenant, c'est profitez-en, amusez-vous, ouvrez bien vos oreilles parce que cet événement est unique. Il n'y en a pas eu avant. Après, on verra, on en reparlera. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu des gens réunis comme ça, des scientifiques, pour parler de ce canyon sous-marin. Et peut-être même des canyons en général, parce qu'il faut savoir qu'on découvre de plus en plus que les canyons sous-marins sont ce qu'on appelle des hotspots de la biodiversité, c'est-à-dire des endroits où la biodiversité se développe comme nulle part ailleurs. Et ce sont peut-être les nichoirs des espèces les plus fragiles et les plus rares de la planète. Donc voilà, Cabreton a cette espèce de merveille géologique fantastique qui était un petit peu ignorée. Moi, dans mes petits rêves secrets, je rêve qu'un jour, les gens, quand on leur dit « j'habite Cabreton », et les gens disent « Cabreton, ah oui, oui, la cité du gouffre ». Voilà, on verra pour le futur. Merci. Alors, nous allons commencer cette journée avec Monsieur Jean-François Bourrier, qui est un géologue marin de l'Ifremer, qui vient de Brest pour nous, que je tiens à remercier personnellement parce qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à m'intéresser au canyon de Cabreton,
Eh bien, c'est la première personne que j'ai appelée. Il a eu la gentillesse de répondre à mes questions de néophyte et de me faire pénétrer dans le monde des canyons. Et en fait, grâce à lui, j'ai fini par m'intéresser au-delà du canyon de Cap-Breton, au golfe de Gascogne en général et à sa topographie. Et c'est vrai que je découvre des choses absolument extraordinaires que M. Bourrier va vous faire découvrir plus précisément. Merci Hugo, merci Monsieur le maire, et puis merci à vous d'être venus nombreux, parce que c'est vrai que souvent on parle dans nos colloques scientifiques de choses qui nous passionnent, mais qui restent entre spécialistes. Et une façon de faire passer le message divers sur les merveilles, on va en voir une, de la nature, c'est aussi de pouvoir parler devant des gens qui ne sont peut-être pas des spécialistes, mais qui aiment découvrir ces choses-là. Alors j'ai intitulé la présentation que je vais faire d'Artagnan, le gouffre, l'Ampole et les autres, parce qu'effectivement on ne va pas parler que du gouffre. Excusez-moi, il n'y a pas que le gouffre, il y a d'autres canyons, et c'est en comparant le gouffre avec les autres canyons qu'on va s'apercevoir qu'il a quelques grandes particularités. Alors ces travaux sont le fait d'équipes, comme tous les travaux en mer, des travaux de recherche en mer, et donc je tiens aussi à associer l'Université de Bordeaux 1, et en particulier Pierre Sirac, dans la présentation, puisque c'est avec lui qu'on a collaboré pour monter ce programme il y a une dizaine d'années de cartographie moderne du canyon de Cap-Breton. Dans l'exposé, je parlerai dans 3 parties. Une première partie sur les canyons en général. Après, on fera un petit zoom sur les canyons du golfe de Gascogne. Et puis, on terminera sur le gouffre. Je conclurai cette 3e partie avec une visite virtuelle, une promenade virtuelle dans le gouffre de Cap-Breton. Alors, comme dit Hugo, il y a des choses qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas. Donc là, je n'ai pas enlevé le brouillard, mais j'ai enlevé la mer. Et ça va nous permettre de découvrir le paysage sous-marin du golfe de Gascogne et de l'Europe de l'Ouest en général. Et de découvrir des choses très importantes pour comprendre les canyons, qui sont ce qu'on appelle la pente continentale. C'est cette grande marge d'escalier qui sépare le plateau continental, qui est la prolongation du continent, et la plaine abyssale ou le glacis. Et dans le golfe de Gascogne, cette marge d'escalier, elle fait 1000 km de long, depuis l'Irlande jusqu'à l'Espagne, et elle fait 4 km de hauteur. C'est-à-dire que c'est un relief très important, majeur, dans la compréhension des phénomènes actuels du golfe de Gascogne, aussi bien géologiques, hydrodynamiques et même biologiques. L'autre chose importante à voir, c'est que le golfe de Gascogne, qu'on voit ici depuis la Belgique ou depuis la Hollande, est une véritable cuvette, et que toute l'érosion de l'Europe de l'Ouest, que ce soit les Pyrénées, que ce soit la Seine, c'est une autre histoire, je ne vous la raconterai pas aujourd'hui, l'érosion des calottes phéno-scandinaves vont tôt ou tard arriver au fond de cette cuvette, et un des acteurs majeurs de ce transport, ce sont les canyons, que l'on voit ici, le long de la marge française du golfe de Gascogne, qui entaille la pente continentale. Donc il faut bien se souvenir, pente continentale, c'est la marche qui sépare le plateau continental, qui va de 0 à 200 mètres de fond, de la plaine abyssale. Dans le golfe de Gascogne, on se situe ici dans des profondeurs de 4200 à 4800 mètres, c'est-à-dire qu'on a 4 km, 4000 mètres de dénivellation. Alors, je m'arrête sur cette image. Bon, vous avez repéré, bien sûr, Cap-Breton et l'Entaille. Donc, le canyon, ici, présente un cours est-ouest. Et on le verra par la suite, il présente un cours sud-nord. Donc, il tourne à 90 degrés. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Un autre point important à avoir en mémoire, c'est ce relief-là de la plaine abyssale. Ces montagnes ici, qu'on appelle les monts Charcot, qui correspondent à des rides océaniques avortées, c'est-à-dire qui n'ont pas fonctionné. Parce qu'à un certain moment de l'histoire du golfe de Gascogne, on va le voir, la partie ibérique collait à la partie celte ou la partie irlando-française. Et il y a eu une ouverture du golfe de Gascogne, et ces montagnes sous-marines sont les cicatrices de cette ouverture. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu la marge ouest européenne. Là, je vais vous présenter un canyon typique
du golfe de Gascogne. C'est le canyon de l'Ampol qui est ici, au large de la Manche, et qui fait passer de 200 mètres de hauteur à 4500 mètres ici. On voit des interfluves avec de nombreux petites ravines ou des confluents des canyons, et puis ces grands passages qui permettent de passer du plateau à la plaine abyssale. Et remarquez, ces marges escaliers dans le canyon, ce sont des falaises qui font plus de 600 mètres de hauteur. C'est-à-dire que pour ce canyon, le canyon de l'Ampol, on a un canyon qui n'a pas un cours bien convexe, bien arrondi, mais un cours irrégulier. Alors, les canyons sous-marins, comme je l'ai dit, permettent le passage des sédiments depuis le plateau jusqu'au glacis. Donc, il y a un transfert qui se fait par la pente. Et arrivé en bas de pente, il y a alimentation, un dépôt de ces sédiments qui vont alimenter ce qu'on appelle les éventails profonds. Donc ça, c'est une première chose. Je ne parlerai pas beaucoup plus de ces figures sédimentaires qui sont pourtant très importantes. On va se focaliser sur la partie canyon, la partie entre les parties peu profondes et plus profondes. Dans les canyons, on a toutes sortes de formes. Certains sont isolés, comme on voit ici. On parle d'un canyon linéaire avec très peu de confluents. D'autres peuvent être organisés en véritables réseaux dendritiques comme celui-ci, comme un peu les bassins versants qu'on a à terre, comme le réseau hydrographique qu'on a à terre. Et puis il y a une autre notion qui est très importante dans les canyons, c'est la notion d'évolution. Le canyon débute en général, comme c'est marqué sur cette figure, en milieu de la pente. Et puis, par déstabilisation de ses flancs et de sa tête, le canyon va progressivement remonter jusqu'à atteindre le rebord du plateau continental. Et c'est une notion très importante pour nous, et vous le verrez lors de l'exposé et d'exposés suivants, le fait qu'un canyon ait sa tête au niveau ou plus loin que le rebord du plateau continental va changer sa vie. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a des canyons juvéniles, dans une phase jeune, quand ils n'ont pas atteint le rebord du plateau continental, et qu'on est à un stade mature à partir du moment où la tête atteint ou dépasse le plateau continental. Alors pourquoi c'est important ? Parce que quand on prend en compte les processus qui ont lieu dans les canyons, au niveau du stade jeune, on a uniquement des déstabilisations de flancs. Ça correspond un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, à des éboulements de blocs plus ou moins importants ou des grands glissements des flancs de canyon. Ça peut aussi aller sur des écoulements qu'on va assimiler à des avalanches sous-marines. Et pour un canyon jeune, on n'aura quasiment que des phénomènes de glissement, de déstabilisation. Un canyon mature qui va atteindre le plateau continental, qui peut être relié à un réseau hydrographique, c'est-à-dire directement avec un fleuve qui aura des périodes de crue annuelles, on va passer à un autre phénomène, on va ajouter un autre phénomène d'entretien du canyon, qui est celui de l'abrasion continue, par exemple par les crues. Tous les ans, le canyon va être balayé par les crues et va entretenir le profil du canyon, comme cela se passe pour un fleuve à terre. Alors, je vous ai présenté ici des images du fond de canyon, ce n'est pas sur les flancs, du fond de canyon, qui ont été prises dans d'autres canyons que celui du Cap-Breton. On a ici alors, en plus du requin, ce qu'on appelle des rides. On est à peu près par 2500 mètres de fond, et ces rides sont des rides de courant. Elles sont générées par des courants de marée, tout comme sont générées les petites rides quand on se promène sur la plage et sur l'estran. Vous les avez tous vus, ces petites rides de 1 cm de hauteur et de 10 cm de longueur d'onde. Au fond des canyons, par 3000 mètres de fond, on a des rides de courant, parce qu'on a du courant 2 fois par jour. On a aussi des structures plus pérennes, c'est-à-dire là, on a des roches calcaires qui sont creusées par l'abrasion, justement, dans un canyon. Et puis, les deux figures du bas montrent des transports de blocs importants, c'est-à-dire que de temps en temps, quand les courants de grande marée se conjuguent avec des tempêtes, on peut avoir des déplacements de grosses masses. Mais en fait, le processus le plus pertinent et celui qui va vraiment modeler un canyon, c'est ce qu'on appelle les courants de turbidité. Alors, comprenez-le, avalanche sous-marine, c'est plus simple. Ça correspond en fait à un départ en masse d'une déstabilisation de sédiments qui va prendre de la vitesse dans la pente continentale, qui est matérialisée par cette rampe, qui va incorporer du matériel et qui va après se répandre sur la partie plus plate, comme une avalanche sous-marine avec son panache
de neige. Ici, c'est un panache de sédiments. Et ce qui est important, c'est, quand on étudie les canyons, c'est cette partie-là, sur la pente, où en fait, l'avalanche sous-marine va agir comme un système de nettoyage du canyon, du fond de canyon. Tous les sédiments qui tombent vont être purgés par les avalanches sous-marines. Ce qui explique qu'un profil de canyon va être entretenu par ces avalanches. Alors, si on regarde les canyons du Golfe, bon, j'en ai représenté que quelques-uns, depuis l'Irlande jusqu'à la frontière espagnole, qui sont ici. On en compte plus de 130. Et comme je disais, certains sont linéaires, d'autres sont dendritiques, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses ramifications. Alors, dans les publications qu'on a faites, on a essayé de donner des noms aussi aux canyons, parce qu'une des choses très importantes pour nous, pour faire passer des messages, c'est un peu de personnaliser et d'aider les gens à repérer les figures. Nous, on travaille sur des figures géologiques, donc on a donné des noms. On donne des noms aux éperons, on donne des noms aux canyons. Je ne vais pas parler non plus de la toponymie du golfe de Gascogne, ça prendrait trop de temps. Mais retenez simplement le canyon de Blackmud et le canyon de l'Ampole, on va en reparler un petit peu. Et puis ici, le canyon de D'Artagnan, qui est suivi par 3 autres canyons qu'on a appelés Athos, Porthos et Aramis, bien entendu. Et puis, un qui se distingue déjà par son cours, qui est le canyon de Cap-Breton, puisque lui, il n'a aucun tributaire, hein, pas de canyon secondaire, pas d'affluent. Il a un cours est-ouest et brusquement, il repart vers le nord. Alors, ces canyons, comme je disais, sont organisés en fait en bassins versants, comme à terre. On en compte 8 dans tout le golfe de Gascogne. Et ces bassins versants concentrent donc les sédiments qui arrivent de l'érosion continentale et concentrent ces sédiments dans un grand dépôt qu'on appelle les éventails profonds. Dans le golfe de Gascogne, il y a 3 éventails, le celtique, l'éventail armoricain, qui sont en fait alimentés par tout un système de paléovallées qui provient de la Manche, qui reçoit les sédiments de l'Irlande, de l'érosion de l'Irlande, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Pologne, de la Scandinavie, à certains moments, on va le voir. Et puis il y a le 3e éventail profond, qui est l'éventail de Cap-Ferré, qui est alimenté par le canyon de Cap-Ferré et le canyon de Cap-Breton. Alors, ces éventails celtiques et armoricains sont assez importants, sont bien plus grands que ceux de l'éventail de Cap-Ferré, tout simplement parce que le bassin versant à terre, à certains moments géologiques, est immense puisqu'il draine la moitié de l'Europe de l'Ouest. On verra dans une deuxième diapo un petit peu l'ampleur de ce phénomène. Une autre chose qui est importante, c'est la connexion entre la tête du canyon et puis le réseau fluviatile. Ici, à Cap-Breton, même si l'humain a commencé à mettre son impact depuis quelques 200 ans, le canyon était connecté à l'Adour avec ses gaves, avec donc tout le bassin d'érosion des Pyrénées. Et donc, à chaque printemps, le canyon était balayé par des avalanches sous-marines et donc on entretenait le profil. Et puis Hervé Gillet vous montrera qu'il y a un autre processus qui entretient le profil, qui est la dérive des sédiments qui viennent des Landes. Quand vous prenez les autres canyons du plateau du golfe de Gascogne, ils ne sont pas apparemment connectés avec des fleuves, puisqu'ici on est sur le bord du plateau et la côte la plus proche, elle est à 250 km. Alors ça, c'est parce qu'on a une vision actualiste avec un niveau marin qui correspond au niveau marin actuel. Il faut bien voir que depuis 2 millions d'années, on est rentré dans les périodes glaciaires, interglaciaires. En ce moment, on est dans une période interglaciaire au niveau marin. Mais il y a 20 000 ans, on était à une période glaciaire avec un bas niveau marin. Et voilà ce qu'était le paysage du golfe de Gascogne il y a 20 000 ans, avec en rouge le trait de côte du dernier maximum glaciaire. Et donc, un trait de côte qui pouvait être tout près du rebord actuel du plateau continental. Et puis, dans la partie qui a été émergée, toute une série de paléovallées qu'on ne voit plus, qu'on devine, que les systèmes acoustiques nous permettent de deviner, et qui connectaient les éventails armoricains celtiques avec tout ce qu'on appelle le fleuve Manche, plus la mer du Nord et des lacs glaciaires phéno-scandinaves. Pour le canyon de Cap-Breton, qu'on soit en haut niveau marin ou en bas niveau marin, ça ne change pas grand-chose en termes de connexion, puisque comme il est entaillé tout près du rivage, à toute époque glaciaire ou interglaciaire, le canyon de Cap-Breton va fonctionner. Alors j'ai terminé sur les canyons du golfe de Gascogne. Je vais faire un zoom maintenant sur l'impétrant de la journée, le gouffre. D'abord, juste un petit mot pour vous parler d'un outil qui nous a permis de faire des cartes très précises. Ce sont des sondeurs multifaisceaux, dont vous avez le principe ici,
qui permet en un passage de cartographier un couloir qui peut atteindre 5 fois la hauteur d'eau, c'est-à-dire que par 1000 mètres de fond, on peut avoir une cartographie de 5 km de large, et en faisant des profils jointifs, parallèles, on obtient une carte qui présente une grande surface. Donc pour nous, c'est un très grand avantage. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que comparé au spot, au satellite spot, c'est un système qui fonctionne à la vitesse d'un vélo. Donc les levées bathymétriques sont des levées qui sont relativement lents. Alors, les résultats de cette cartographie vont apparaître ici. C'est une carte qu'on a éditée avec Pierre Sirac en 2007 qui montre tout le détail du canyon de Cap-Breton avec le rebord du plateau continental vers 200 mètres ici, de part et d'autre, une zone qui est très entaillée, qui aboutit, qui coïncide à la tête, là, qu'on verra dans l'exposé suivant, et qui, on le voit, est sinueux, et en plus de la sinuosité, est méandriforme. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un gouffre? Parce qu'on parle de canyon, on parle de gouffre. Le gouffre est un canyon particulier. J'ai pris la définition de Jean-René Vanet dans les années 90, qui a sorti un certain nombre de caractéristiques d'un gouffre. Une faible pente le long du canyon, une traversée solitaire du plateau, on a vu qu'il n'y avait pas d'affluent, une tête profonde, Hervé Gillet nous en parlera, une côte basse, c'est vrai qu'on a une côte sableuse, un lit sinueux, les levées asymétriques, bon, ce critère il n'est pas tellement vérifié, ou il n'est pas tellement discriminant, on va dire. Des affluents absents ou très courts, et puis un passage progressif à la plaine abyssale. Donc ce sont des critères qui vont distinguer un canyon d'un gouffre. Alors, bon, je suis désolé, je vais vous décevoir, le gouffre de Cap-Breton n'est pas unique au monde. Il en existe quelques-uns d'autres, pas très loin, au Portugal, il y en a deux, le canyon de Nazaré, le canyon de Setúbal. En mer Noire, au large de l'Afrique, il y en a plusieurs. Il y a le canyon du Zaïre, il y a le trou sans fond. Déjà, on a un nom qui évoque effectivement quelque chose de profond. Bon, et on va voir plus tard que ça reste quand même des canyons exceptionnels, même s'il n'est pas unique. Alors, sur l'origine des canyons, Hugo m'avait demandé de parler un petit peu de l'origine du gouffre, parce que c'est quelque chose qui interroge les gens. Donc, j'étais faire des recherches. Enfin, j'avais déjà des connaissances, mais on a peaufiné les connaissances. Et j'ai trouvé un certain nombre de documents. Le plus ancien correspond à l'écrit d'Édouard Suez, qui est un géologue allemand, qui a écrit dès 1900 sur le gouffre, et qui, pour lui, donnait une origine aérienne au canyon, c'est-à-dire une érosion comme pour un fleuve. Bon, le problème, c'est que dans la mesure où le gouffre a une profondeur de plus de 4000 mètres, ça nécessite des variations du niveau marin ou une baisse drastique du niveau marin qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais enregistré dans cette zone. Après, il y a d'autres personnes qui ont parlé de courants de turbidité, donc les avalanches sous-marines qui auraient créé au fur et à mesure le canyon. D'autres qui ont parlé de l'influence de la marée dans un estuaire. Schoeffer a évoqué les tectoniques, donc les mouvements à grande échelle, sur des grandes durées géologiques. Et puis, j'ai trouvé sur Internet, mais personne n'a signé, heureusement, l'origine glaciaire. Donc, le gouffre n'est pas créé par un glacier, ce n'est pas du tout une vallée glaciaire. Donc, on va faire un petit peu de géologie pour essayer de voir quelles sont les origines possibles. Et je vais vous proposer un petit bond dans le temps. On va reculer de 200 millions d'années. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait reculer de 20 000 ans. Là, c'est 200 millions d'années. 200 millions d'années, il n'y a qu'un seul continent, méga-continent à l'échelle sur la Terre. C'est la Pangée qui commence à se couper en deux, le Gondwana et puis un autre continent qui donnera l'Amérique du Nord et l'Eurasie. Et puis, vers 120 millions d'années, la position de l'Europe est ici et la position de l'Ibérie est décalée par rapport à la position actuelle. Elle est représentée là. Ça, c'est l'Ibérie actuelle et la position de l'Ibérie il y a 118 millions d'années. Et là commence à la fois l'ouverture de l'océan Atlantique et l'ouverture du golfe de Gascogne. Et cette ouverture va permettre donc d'éloigner l'Ibérie de l'Europe. Et ça va se terminer vers 83 millions d'années. Et à ce moment-là, on va avoir un mouvement inverse, un resserrement. L'Afrique va venir coller l'Ibérie et l'Ibérie va venir se coller à l'Europe. Et ça va donc avoir pour conséquence de comprimer les sédiments qui vont se chevaucher et qui vont donner naissance aux Pyrénées. Donc on a
faut bien voir, on a un premier mouvement d'extension et on a un deuxième mouvement de compression qui donne à la fois les Pyrénées. Et une fois que les Pyrénées sont sorties de l'eau, hein, il y a érosion des Pyrénées. Alors ça se traduit sur une carte géologique par des frontières. Vous avez peut-être entendu parler du chevauchement nord-pyrénéen, qui est cette limite nord, et le chevauchement sud-pyrénéen, qui sont les limites en fait nord et sud des Pyrénées, qu'on connaît bien à terre. Et en mer, en fait, la limite chevauchement nord-pyrénéen se décale un petit peu vers le nord et repart plus à l'ouest. Alors, pour imaginer un petit peu ça, j'ai demandé à des collègues de l'IFREMER de préparer une animation. Donc là, on va avoir un film qui va nous faire défiler les 200 derniers millions d'années. On a volontairement enlevé tout ce qui concernait l'Italie, la Corse, la Sardaigne, parce que ça concerne l'orogène, la création de la chaîne alpine, qui est assez compliquée. On se concentre sur l'Europe, l'Ibérie, le Gondwana, ou la partie nord du Gondwana, qui va devenir la partie nord africaine. Et dans ces mouvements de déplacement des continents les uns par rapport aux autres, on a considéré l'Eurasie comme fixe. Donc on verra voir les autres continents ou plaques bouger. Voilà, c'est parti. Donc le Gondwana commence à bouger à partir de 200 millions d'années. Et vous allez voir qu'à partir de 120 millions d'années, donc là c'est l'ouverture de l'Atlantique qui est en cours, d'abord par l'Atlantique Sud et puis après l'Atlantique Nord. Et à partir de 120 millions d'années, l'Ibérie va commencer à bouger en créant le golfe de Gascogne. Et à partir de 80 millions d'années, l'Afrique commence à repousser l'Ibérie et l'Ibérie vient se rentrer en collision contre l'Eurasie. C'est la surrection des Pyrénées. Et depuis 25 millions d'années, on est sur l'érosion du massif pyrénéen. Alors, d'un point de vue carte structurale, j'ai remis cette figure pour bien vous montrer le chevauchement nord-pyrénéen, donc la limite nord des Pyrénées. Et les géologues montrent qu'elle est décalée au niveau de Santander, puisqu'on la retrouve ici. Et je mis en dessous, c'est un papier tiré de Prédera, les isobates, c'est-à-dire les courbes bathymétriques, les lignes de niveau, où on voit bien la trace du canyon de Cap-Breton. Donc le canyon est ici, c'est-à-dire qu'il correspond à la limite, il est situé sur la limite du chevauchement nord-pyrénéen. Donc là, ce sont deux coupes faites à peu près à ce niveau-là, au niveau de nord-sud, qui montrent l'orogénèse pyrénéenne, pas bien avec le laser, qui est ici, et puis l'emplacement du gouffre au fond sur le front du chevauchement nord-pyrénéen. Alors j'ai aussi ressorti des images de Nolf et de Cahuzac qui montrent les niveaux marins, plus exactement les rivages marins à différentes époques. Donc là, à l'Éocène, il y a 3 niveaux qui sont marqués. Donc en clair, il y a le niveau marin actuel, qui est ici, qu'on voit ici. Et les niveaux en bleu correspondent au rivage. Donc ça, c'est autour de 50 millions d'années. Ici, on est autour de 30-25 millions d'années. Et là, on est un peu plus récent, à 15 millions d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'Oligocène, on a les auteurs mettent en évidence un canyon, des sédiments qui correspondent à un canyon, le paléocanyon de Saubrigue, qui serait en liaison avec ce qu'il y a plus à l'ouest, qui est le canyon de Cap-Breton. Donc on a ici une trace d'un paléocanyon qui existait déjà il y a 25 millions d'années. Alors si on vient sur la carte du gouffre, sur les éléments qui vont le constituer, ici on a cartographié que les 200 premiers kilomètres, puisque les levées ont été faits en 2007, correspondaient à cette première partie. Depuis, les équipes de l'université de Bordeaux ont prolongé la cartographie, mais les cartes ne sont pas encore éditées. Donc on a en bleu ici le plateau continental, et on voit bien que le canyon le découpe depuis la côte jusqu'à cette partie-là, où là, on a à peu près 1000 mètres de dénivelé entre le plateau et le fond du gouffre. Donc c'est plus que les gorges du Tarn, ça approche le Grand Canyon du Colorado. Et puis on a un cours qui est sinueux et méandriforme, avec un parcours très contourné. Et ça, il faut le retenir, l'avoir en mémoire, parce qu'on va voir une autre caractéristique qui est étonnante quand on voit la complexité de ce cours.
Donc, et ce cours se promène dans un lit majeur, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes termes que pour les réseaux hydrographiques. Il y a un lit comme un lit d'un fleuve. Hein. Et en jaune, on a le flanc des canyons. Et sur ces flancs, il y a énormément de traces de pentes et donc d'escarpements qui correspondent soit à des méandres abandonnés, qu'on a ici, soit à des glissements, des cicatrices de glissement. Hein, donc, ce sont des empreintes de l'évolution du canyon qu'on trouve tout le long de ce cours. Et puis, on retrouve dans le lit des replats qui correspondent à des avalanches sous-marines qui ont complètement arasé les berges. Et puis il y a deux autres choses particulières qui sont un petit peu déconnectées du gouffre. C'est des pockmarks, qui sont des dépressions qui font 200 à 600 mètres de diamètre, qui sont dues à des circulations de fluides dues à de l'accumulation de matière organique qu'on retrouve dans des interfluves côté espagnol. Et puis il y a un autre trait particulier qui est un grand glissement de terrain qui vient de la partie nord, du flanc nord du gouffre de Cap-Breton. Et puis une autre chose, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais revenir en arrière. Voilà, ici une partie jaune qui correspond en fait à une ancienne paléovallée, c'est-à-dire que le cours du canyon, en fait, arrivé ici, ne partait pas vers l'est, mais se dirigeait auparavant plus vers le nord-est, c'est-à-dire vers Vieux-Boucau. Donc là, on a des traces de l'existence de ce paléocanyon. Alors ici, on a mis des choses classiques dans les fleuves, hein, c'est les profils en long, donc c'est une coupe le long des canyons. Je vous ai mis du nord au sud, suivant les couleurs de l'arc-en-ciel, les canyons que je vous avais présentés tout à l'heure. On voit tous que tous ces canyons-là, en tous les cas, ont des profils concaves, un profil d'équilibre qui va tendre vers la plaine abyssale, vers 4500 mètres. Et le canyon d'Artagnan a le même profil que le canyon de Cap-Ferré. Par contre, il y a d'autres canyons du golfe de Gascogne qui présentent des profils différents. Le canyon Black Mud, qui lui montre un profil concave, c'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements de faille qui ont fait que le canyon a été perturbé et l'érosion continuelle n'a pas encore permis à retrouver le profil de base. C'est le cas du canyon Lampol qu'on a vu en début d'exposé. Et puis le canyon de Cap-Breton, là, lui, a un profil complètement atypique qui est monoclinal, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule pente, on n'a pas de concavité et qui est très faible. Moins de 2 degrés de pente sur la partie, au moins la partie, les 150, 180 premiers kilomètres du cours du canyon. Donc on voit ici déjà une des grandes particularités du canyon, c'est son profil en équilibre, malgré un cours très sinueux avec des méandres. Alors, je vais vous parler des autres. Les autres, donc ça c'est une étude réalisée par des collègues australiens sur l'ensemble des canyons du monde. Ils ont travaillé sur 3 types de canyons. Des canyons confinés à la pente, qui sont similaires aux canyons juvéniles dont je vous ai parlé au début de l'exposé. Des canyons qui incisent le plateau, donc c'est ceux qui atteignent juste leur bord du plateau. Et puis des canyons qui sont connectés à un fleuve. Donc on a l'exemple du canyon du Zaïre, en haut à gauche. On a l'exemple, alors on ne rentre pas dans le détail au niveau d'une partie de l'hémisphère sud. Et on voit bien sur ces statistiques ici que les canyons qui sont confinés à la pente sont les canyons majoritaires, près de 70%, et que les canyons connectés à un fleuve sont minoritaires, moins de 3%. Et c'est en ça que le gouffre est un canyon, alors pas unique, mais quand même une exception. Alors pour résumer, j'espère vous avoir convaincu que le canyon du Cap-Breton était bien positionné, localisé le long de failles d'un chevauchement géologique, donc contrôlé par la tectonique, mais qu'il est aussi entretenu, on le voit par son profil monoclinal, entretenu par une abrasion régulière qui est due à sa connexion avec la Dour et les gaves des Pyrénées. Et donc les autres caractéristiques, c'est donc tête connectée à un fleuve, un fort encaissement, l'incision solitaire du plateau et puis un cours très sinueux à faible pente. Donc avec toutes ces images, j'ai été très long, je vais vous proposer maintenant une balade dans le gouffre. Alors c'est une balade virtuelle avec une image de synthèse qu'on a réalisée au mois d'août.
Alors on repère ici le cours est-ouest et le cours nord-sud, hein, l'angle droit du canyon, avec le banc le danois pour ceux qui connaissent. Là, on a l'intégralité du canyon avec la vue sur le Cap Breton. Et on va s'approcher de cette partie plus proximale où on a une carte de détail et on va voir un survol quasiment à angle droit, vue de dessus, du canyon, où on voit bien le cours. Alors je vais essayer de le présenter parce que le laser ne fonctionne plus. On voit bien le cours du canyon avec des méandres abandonnés qui sont recoupés par le cours, des berges et des terrasses. Ici, l'époque marque sur la rive espagnole, des ravines assez isolées, le grand glissement de terrain dont je vous ai parlé qui est ici, et un cours qui est très contourné. Et dans cette zone-là, il y a eu un glissement de terrain qui a bloqué momentanément le cours du canyon et qui a contourné. Et on retrouve cette forme ici avec un cours qui revient sur lui-même, donc qui est vraiment très, très contourné. Et puis, donc les méandres. Donc là, on est sur les derniers 10 km du canyon avant d'arriver sur la ville de Cap-Breton et de voir la tête. On voit également sur la droite la paléo-vallée qui conduit vers Vieux-Boucau. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, pas été trop technique, et je vous remercie pour votre attention.